Wesh, wesh. Est-ce que tout marche bien? Parce que cette semaine, j'ai pas été beaucoup devant les ordinateurs. Cette semaine, c'était littéralement le feu. Avec le haut du feu hier soir. Ouh, hardware. Est-ce que vous vous rendez compte? Hardware qui sub pour le 32e mois. Je rappelle que tout ceci était parti d'une petite vidéo que je voulais faire sur l'histoire de BSD et d'Unix et de l'internet qui est en ligne hein, sur la chaîne YouTube. Salut Nislab. Hardware, je te fais des énormes bisous évidemment. Hardware qui est là depuis le début. Ribose, Clark Gable. Ça c'est respect de connaissance, ça. Le Finnois senior, le Finnois. Non, mais grand, mais je sais pas, mais oui, enfin, c'est un truc de ouf, quoi. Latéralus, des bisous à toi, bienvenue. Faléon, pareil, fidèle parmi les fidèles. Oh, dis donc, on a Ponceto aussi. Salut Ponceto. Bienvenue à toi. Là on est en intro. Hein. Enfin, même, non, on est même pas en intro, on est pré-intro là. C'est juste que je mets pas de générique parce que, bah voilà. Oh, Fixou qui sub pour le 26e mois. Merci Fixou. Merci beaucoup à toi. J'espère que c'est un peu moins le feu là pour toi. On se cause hein, avec les Lutinos en PV, genre comment ça va et tout. Donc voilà. Bon, ça va, c'est cool là. Moi j'étais en vacances là, enfin en vacances. Si, j'étais en vacances. Depuis vendredi dernier. Parce que si je voulais, je l'ai au moins dit sur Twitter, mais je l'ai dit aussi ici. C'était les Fayas, donc pour être très clair, je suis bourré depuis 5 jours. Non parce que bon voilà, tout le monde, enfin c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi, hein. Mais vraiment. Alors oui ça a été, bah on a niqué le dernier stock de pétards. Ah putain attendez. Bon là on n'a pas commencé en plus. Je vais vous montrer un truc. Attendez. J'arrive. Alors, attendez, parce que... Alors donc... alors bon, TLDR, les Fayas, j'en ai déjà parlé hein, ici sur le canal, c'est une grosse fête où ils font des statues de ouf, hein, c'est vraiment, mais en plus c'est vraiment mais magnifique. Cette année j'en ai vu mais des dingues. J'ai fait un petit publi reportage sur Twitter pour ceux qui suivent. Et parallèlement aux sculptures et enfin il y a tout un truc, c'est vraiment Cool Train. Merci beaucoup Cool Train qui se sub pour le 24e mois et boum, Hype Train 5 minutes avant. C'est comme ça. Cool Train, merci à toi, merci beaucoup, des gros bisous. Putain mais vous êtes chaud là, vous êtes très très chaud là. Ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir. En plus, là pour l'instant, non mais je vais vous montrer un truc là. Donc ouais, donc c'est une grosse stuff. Salut la deck. C'est une grosse stuff. Il y a des, enfin voilà, c'est tout. Enfin c'est aussi un gros prétexte pour se mettre des têtes. Il y a des ce qu'ils appellent des discos mobiles, c'est-à-dire il y a des fêtes partout avec des DJ machin, il y a du rock, il y a de la techno, enfin il y a vraiment de tout. Et surtout le truc qu'il y a le plus, c'est des pétards.
mais genre des papas pétards, d'accord? Et alors, là, pour l'instant, ça drifte pas. J'ai même pas démarré l'intro. Ok, on est. Attends, j'ai pas laissé de l'écho par hasard là? Si. Voilà. J'ai même pas démarré l'intro, ouais. Et donc, bon, bah là c'est fini. Donc là, il n'y a plus un bruit. Mais à partir du genre de fin février, en fait, parce que donc les FAS ça démarre vers le 15 et puis ça finit hier, ça fait le 19. Mais en fait, bien avant, ils commencent à lancer des pétards partout, c'est la teuf tout le temps et tout. Et pendant cette période-là, il y a des boutiques qui ouvrent, des boutiques qui vendent des pétards. Mais, donc, moi, alors peut-être j'étais pas dans les bons endroits, mais moi je me souviens quand c'est le 14 juillet à Paris, ouais, tu pouvais acheter des pétards, des trucs grands comme ça, quoi. D'accord? Là, je vais vous montrer le genre de trucs qu'ils vendent dans les boutiques de pétards ici. C'est des sauvages. Voilà. Alors ça là. Salut S9. Bah, alors oui, on appelle ça une bombe normalement. Hein, voilà. Et alors c'est un peu ouais. Alors tu sais le pire, le final c'est qu'il y a eu des blagues là-dessus, mais bon. Ah ouais, mais c'est clair. C'est clair. Mais donc ces machins-là, moi je les ai jetés là. Salut Xales. Salut le Viking. Donc ouais, non, on en a balancé là, ça fait une semaine. Bah là maintenant c'est fini. Donc ceux-là ils seront pour l'année prochaine. Mais voilà, ça fait une semaine qu'on balance ce genre de bombe dans la rue. Et je vous jure, ça fait un foin. Puis alors, bah ma meuf elle a pas fait ça depuis longtemps. Mais moi, salut de touristes. Moi qui suis là depuis attends, 2024. Oh, putain, ça fait 8 ans que je suis là, quoi. Alors, Boulette en a rien à branler. Mais alors, Boulette, elle s'en bat la race. Boulette, il y a un truc machin, il y a un truc comme ça qui éclate à côté d'elle, elle s'en bat les couilles, genre. Ah ouais. Là où, alors sachant que Boulette, elle est née en France, tu vois, elle connaissait pas, elle est pas née avec les pétards, elle s'en balèque. Et alors, par contre, le chien de ma meuf, lui, en fait, dès qu'il commence à voir les banderoles, parce qu'avant de commencer les Firestone, il y a des banderoles, il y a des machins. Dès qu'il voit les banderoles qui sont mises dans les rues, il veut plus sortir. Le truc, il est terrorisé, mais un truc de ouf. Moi, je vais pas faire un épisode sur les Firestone parce que il y en aurait pour plusieurs heures, mais il y a des spectacles auditifs, on va appeler ça comme ça, où c'est putain, mais c'est monstrueux, ça fait trembler les immeubles et tout, c'est monstrueux. Et donc avant de démarrer ça, il y a un gros pétard qui démarre. Quand il entend ça, il se barre, il va se planquer dans les chambres des enfants. Enfin bref, c'est salut Tidrezik, salut. Alors attends, qui est arrivé? Il y a le Viking, à qui j'ai déjà dit bonjour. S9, j'ai déjà dit bonjour aussi. Cool Train aussi. De Touriste aussi. Xales aussi, c'est bon. Je ne suis pas en retard. 0x5642 qui se sub pour le 29e mois. Merci à toi. Ah non, mais je drifte pas. On est. Voilà, là c'est Tipar. Là, c'est Tipar. Donc comme c'est Tipar, tradition. Hop. On se met le petit verre de vin convivial. Ah, attends, j'ai reçu un chouchou. Donc, hop. Voilà. Lutinos. Je vous fais un gros bisou. Et je vous dis, c'est y part. Non, ouais, alors attends. Hardware a dit au récent carnaval de ma ville, certains ont pété un câble pour un feu d'artifice qui allait traumatiser les animaux. Alors, non, alors. C'est parce que. Non, ici. Ici, laisse tomber. C'est vraiment. Enfin, c'est extrêmement fort. Il y a un truc qui s'appelle les mascletas.
Donc c'est ça le spectacle auditif. Mais c'est gueudin. C'est-à-dire que t'es devant et tu trembles, quoi. Enfin, c'est impossible à expliquer. Faut le vivre. Et donc si vous voulez venir, hein, c'est en mars. Donc là, ça vient de finir. C'est vraiment dingue. C'est vraiment un truc. Moi, j'avais dit à ma meuf, s'il y avait une définition du mot fête, F-E, accent circonflexe T-E, ce serait ça. Parce que tous les blocs de la ville, tous les quartiers de la ville sont tous transformés en teuf géant, avec des scènes, avec des spectacles, avec des feux d'artifice. Enfin, c'est vraiment gueudin. C'est vraiment gueudin. Et puis avec donc les fameuses faïences, donc les sculptures en bois et en résine là, qui sont de plus en plus magnifiques. Cette année, c'était vraiment incroyable. C'était vraiment superbe. Et bah là, elles sont toutes brûlées en fait. Hein, ah bah là, ouais. Là, si vous voulez venir, il faut attendre 2025. Et donc là, voilà, elles ont toutes cramé hier soir. J'en ai vu cramer une. C'est assez, c'est beau et triste à la fois. C'est un peu chelou. Snoop, merci à toi, Snoop, qui se sub pour le 24e mois. Merci beaucoup, Snoop. Des gros bisous à tous ceux qui se sub parce que ça fait bien plaisir. Parce que si vous mettez des subs, c'est parce que le contenu vous plaît et c'est pour ça que je le fais. Je viens de voir passer un truc là. Alors, la surprise est totale. Hein. Vous allez être extrêmement surpris. Les repositories GitHub privés, donc privés, comme dans pas public, auraient été utilisés par Microsoft pour feeder leur IA, donc leur intelligence artificielle. Je suis extrêmement surpris. Microsoft serait une boîte de crevards. C'est à confirmer. Évidemment, je parle au conditionnel. Oui, la surprise est absolument totale. Je suis époustouflé. Je tombe de ma chaise. Mes bras m'en tombent. Je tombe des nues. Incroyable. Salut Chavenet. Oh, merci Chavenet qui se pour le 13e mois. Des gros bisous à toi Chavenet. Chavenet, si je me trompe pas, toi t'es arrivé quand je faisais les OS from scratch, les trucs où on avait essayé plein de systèmes d'exploitation en été là. Ouais, ça ouais. C'était rigolo ça, franchement c'était crevard. Il y a du bon son là, je sais pas si vous l'avez mais... Salut Mortalius. Mais non, mais c'est pas des crevards, voyons. Enfin, ça serait une boîte aussi magnifique. Non, j'ai pas alors je pense pas. Tregui. Salut à toi Tregui. Alors Boulette va mieux. Ça va mieux. C'est compliqué parce que c'est un petit chien qui a une digestion très compliquée et voilà. Là il faut lui changer sa bouffe et du coup c'est compliqué. Salut Fiat Minimis. Fiat Minimis qui dit du moment qu'ils n'utilisent pas l'audio de Teams pour entraîner l'IA, tout va bien. J'utilise très peu GitHub. Alors je dis ça, mais on va peut-être utiliser ce soir parce que le repository de source de NetBSD est synchro sur GitHub. Bon, j'ai pas envie de faire de politique, aller leur demander ouais, tout serait mieux de le mettre sur GitLab et tout. Mais oui, Frank Underwood, je suis là. Bien sûr, je suis là. Idrizi qui dit en même temps une boîte qui te fait payer un OS pour en plus te mettre des pubs ciblées à l'intérieur. Ça, c'est dingue, ça.
J'avoue, je pensais que c'était une blague. Alors, je ne connais pas. Sincèrement, enfin, le plus honnêtement du monde, je ne connais pas maintenant Windows et tout. Je sais pas comment ça marche, je sais pas ce qu'il y a dedans. Je sais pas à quoi ça ressemble. Et oui, Nidouille, c'est absolument ici pour disséquer. 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 Alors, c'est Michel-Henri PVH. Nadine, c'est la MMU. Ouais, j'ai vu moi ton générique Star Wars chez Avenest et Chambé. Salut petit Didi. Petit Didi qui dit bonsoir ici, j'espère que ça va parler Virtu. Oui. J'ai été hypé par le replay de l'épisode précédent. Bah écoute, bienvenue à toi. Et on va pas tarder à commencer parce que... voilà, exactement. Ah oui, putain, t'as raison, c'est Monique la MMU. Putain, désolé. Ah mais oui, c'est Nadine de Code Shield. Putain, je suis perdu. Ah ouais, désolé les amis. Salut Ju. Mais oui. Alors par contre, la semaine dernière, on a laissé salut DDPPTW. Non, je suis pas encore rebou. Alors par contre, la semaine dernière, il y avait pas mal de monde sur le carreau. Donc je veux être sûr que tout le monde est encore alerte. Salut PDP Maker, gros bisous à toi. Donc on en était arrivé la semaine dernière, on s'était arrêté. Alors ouais, effectivement, alors Nidouille, ce que je disais il y a quelques minutes, c'est que j'ai fait péter les pétards, mais j'ai surtout fait péter les verres depuis quelques jours. Et du coup, c'est voilà, j'atterris là. Ah, Lateralus, tu t'es refait le replay sobre. Ok. Parce que ouais, effectivement, tu faisais partie des gens qui avaient un petit peu... qui suivaient pas complètement le truc. Et là, je veux être sûr qu'on est tous en ligne. Kitersoze qui dit petit HS, je galère sur un squid en ce moment. J'ai l'impression que mon firewall met son nez dedans. Je modifie les flags TCP. Je suis en mode TCP, en mode squid TCP stack hacker pour ce qui se passe. Alors, c'est parce que si on commence à débugger du squid, c'est sûr et certain, on va pas du tout faire ce qui est prévu. DDPPTW, merci à toi qui se sub pour le 16e mois. Des gros bisous. Des gros bisous. Salut Ouija. Alors, on en était resté au moment où je disais, voilà, il faut bien différencier deux choses dans l'univers de la virtualisation. Premièrement, l'élément qui sert à gérer les machines virtuelles, donc les démarrer, les arrêter, les poser, etc. Et l'hyperviseur. Salut à Kavins. L'hyperviseur qui est l'élément software qui potentiellement interagit avec le hardware, potentiellement interagit avec le CPU. Et qui lui s'occupe de potentiellement accélérer les instructions ou accélérer l'interprétation des instructions de la machine virtuelle. Ok, c'est deux éléments différents. Tu peux parfaitement avoir donc un VMM. Attends, je vais baisser le son de la musique parce que ça me perturbe. Voilà. Et ça, en fait, cet élément-là, ça avait un peu perturbé tout le monde. Donc je veux être sûr qu'on est bien en ligne. Et je vais prendre comme exemple QEMU parce que premièrement c'est le truc qu'on a pratiquement tous à disposition. Inks qui dit salut, j'ai la possibilité de m'abonner à des magazines dont Linux Pratique qui m'intéresse, mais nous avons surtout une infra Windows. Je dois convaincre mon chef de service d'accepter l'abonnement à Linux Pratique, sachant que nous avons très peu de Linux à utiliser au quotidien. Vous avez des idées?
Bah, la première qui me vient à l'esprit, Inks, c'est de se tenir au fait des évolutions des technos. C'est toujours la bonne, toujours la bonne, le bon argument, ça, tu vois. Pas être. Alors, je reçois évidemment plein de messages parce que je n'ai pas prévenu que j'étais en live ce soir. Ouais, voilà, la veille techno. C'est toujours. Après, il y a aussi l'argument de Ponceto est très valide. Moi, c'est effectivement le premier truc qui me viendra à l'esprit, c'est change de boîte. Voilà. Alors, attends. Alors non, Tidrezik. Non. Le VMM sur NetBSD, parce que NVMM c'est pas BSD, c'est Net et Dragonfly. Le VMM c'est QEMU en réalité. Ok, je reprends juste ce que tu viens de dire. L'hyperviseur ce serait KVM sous Linux. D'accord. Donc voilà, donc c'est bien ce que je dis. C'est pas complètement clair. C'est pas complètement clair. Donc juste pour faire une petite intro et revenir sur le sujet du VMM versus l'hyperviseur. QEMU a une situation un petit peu... Non mais un dessin va pas aider. Un dessin va pas aider. Il faut comprendre... il faut comprendre ce que font les choses. Et le dessin va pas du tout aider. Je saurais même pas quoi dessiner, pour tout vous dire. QEMU, bon, c'est un soft qui fait papa et maman. Et QEMU, le truc... Exactement, Xalès. QEMU, c'est un truc qui fait trop de trucs. Et je suis d'accord avec ça. QEMU, le souci, c'est qu'il fait à la fois gestionnaire de machines virtuelles et à la fois hyperviseur. Sauf que QEMU, de base, le soft QEMU, lorsque il démarre la machine virtuelle et que il n'utilise pas d'hyperviseur, parce que c'est possible d'utiliser QEMU sans hyperviseur, hein, quand on ne met pas moins enable KVM ou Axel égale KVM ou un autre hyperviseur, et ben QEMU va fonctionner en mode émulation. Vous vous rappelez de ça? On a parlé de ça la dernière fois. Le premier mode de virtualisation, c'est l'émulation. C'est-à-dire que QEMU, il va prendre les instructions et il va y mapper des fonctions qui vont faire move, qui vont faire mul, qui vont faire sub, qui vont faire voilà, des instructions assembleurs. Et puis ces instructions assembleurs, elles vont être associées à des fonctions. D'ailleurs, Ponceto pourrait très bien en parler, parce que lui-même, il a fait un émulateur qui fait ça. Alors, un émulateur Amstrad en l'occurrence, mais également, c'est le même concept. Le Finnois dit un hyperviseur parfois appelé moniteur de machines virtuelles VMM. Oui, parce qu'on... Alors, je finis de lire. Crée et coordonne des machines virtuelles VM, une technologie essentielle dans les infrastructures informatiques modernes. Dixit AWS. Oui, mais c'est faux. Amhack qui vient de se sub en prime pour le 9e mois. Merci à toi, Amhack. Ça fait bien plaisir. Et ça me fait vraiment super plaisir les entre guillemets nouveaux qui se sub, parce que ça veut dire que quelque part on arrive à motiver et à intéresser pas que des anciens. Non mais ouais, mais du coup, parce que en fait après c'est normal que ce soit hyper nébuleux pour plein de monde, parce que tu lis beaucoup de caca, quoi, beaucoup d'informations qui sont pas vraies. Xalès il dit ceux qui viennent pas d'IRC, tu veux dire? Oui, un peu ça, ouais. Non mais après attends, tu sais quoi, sur le canal on est quand même enfin il y a quand même, non je veux dire on parce que moi je suis sur IRC, mais il y a quand même beaucoup de monde qui vient de Twitter, de la commu au sens large, qui viennent pas forcément d'IRC. Nidou qui dit il y a pas mal de contre-vérités, même sur Wikipédia. Et oui. Et en fait c'est pas si compliqué.
c'est que d'un côté, tu as le soft. Regardez, imaginez que QEMU, c'est une interface graphique qui sert à préparer la machine virtuelle qui va démarrer. Derrière, le boulot. Tiens, j'ai un fil conducteur là. Le boulot d'exécution des instructions de la machine virtuelle, il y a deux options pour QEMU. Soit il les fait lui-même parce qu'il n'y a rien pour l'aider, et donc bah voilà, les instructions assembleurs, enfin les instructions machine, elles vont être traduites au fur et à mesure. Ça va être extrêmement lent, mais voilà, donc c'est un émulateur finalement. D'accord? Soit il y a quelque chose pour l'aider, et en l'occurrence c'est l'hyperviseur, et l'hyperviseur va accélérer les instructions, en tout cas va permettre au VMM d'aller beaucoup plus vite pour exécuter les différentes instructions qui sont nécessaires à la machine virtuelle. D'accord? L'hyperviseur, c'est vraiment le truc avec lequel la VM interagit au sens instruction. Est-ce que la phrase que je viens de dire là, est-ce qu'elle vous paraît claire? L'hyperviseur, c'est l'élément qui gère les instructions. C'est pas mal ça. Ponceto, qu'est-ce que t'en penses? Vu que toi t'as mouillé là-dedans, si t'es encore là. Alors oui. Salut Kirby the Boss, t'inquiète pas, y a pas de souci. Enfin surtout qu'on fait un petit réédit là de la dernière fois. Alors oui, c'est vrai, Nidouille, que Beehive est à la fois un hyperviseur et un VMM. Ah non, mais Léa, pas encore là, dis donc. Alors, je connais pas bien Beehive. Et je sais pas comment il est splitté. Parce que, tu vois, que tu le veuilles ou non, quand tu démarres la VM, déjà, tu as besoin de quelque chose. Tu as besoin t'as besoin de concret, t'as besoin de la mémoire soit fournie à la machine virtuelle qui est en train de démarrer, etc. Et je connais pas la partie userland de Beehive en fait. Ouais, bah voilà, bah c'est ça. Du coup, c'est ça, Nidouille. Ouais. Mais en fait, Beehive, c'est un ensemble de trucs. Et du coup, parce que tu vois, t'as la command line Beehive qui, elle, est la partie userland qui très probablement fournit à la manière de QEMU la mémoire nécessaire à l'exécution de la machine virtuelle. Et derrière, le module kernel qui doit faire ce qui va bien pour toute la partie instruction, etc. Ce que je veux, enfin la distinction que je veux réaliser, et c'est pas nécessaire absolument hein, pour la suite de ce qu'on va voir, mais c'est important de comprendre que il y a vraiment deux éléments. Il y a la partie userland, ok, qui te permet de contrôler ta VM, et la partie kernel, qui est ce qui fait que la VM va aller plus ou moins rapidement. L'hyperviseur, quoi. Après, oui, c'est vrai, c'est un petit peu... comment dire? C'est un... Bah, y a pas de problème, Ponceto, bonne soirée à toi, merci d'être passé. Et des gros bisous. Je vous l'accorde, c'est un petit peu... surtout dans le cas de QEMU, la frontière est un peu chelou parce que QEMU est capable de faire hyperviseur, mais sauf que c'est un hyperviseur qui fait de la full virt. Hein, vous vous rappelez ce que je vous ai raconté la dernière fois. Donc voilà. Mais je veux juste qu'on soit clair sur le fait que aujourd'hui en 2024 avec... Salut Lapin Féroce, bienvenue à toi. Aujourd'hui en 2024 avec les outils qui sont à notre disposition, on a en général
un VMM, donc un gestionnaire de machines virtuelles. Salut Douder, bienvenue ici. Et un hyperviseur qui s'occupe de traduire ou interpréter ou exécuter, mieux dit, pour tout ce qui est VT et SVM en x86. Ouais, parce que Triggy, on y a passé pas mal de temps sur la def de la full virtualisation, du PV, et là on est arrivé sur PVH, et c'est pour ça que j'ai fait la distinction entre VMM et hyperviseur, parce que c'est là qu'on va rentrer. Ok? Donc, si tout le monde est en ligne avec ce qu'on vient de raconter, de toute façon, je vous le dis, hein, c'est pas un prérequis pour la suite des opérations. Mais si vous vous souvenez, la dernière fois, et je vais faire en sorte que la dernière fois ne soit pas un prérequis parce que ça ne l'est pas. En fait, pourquoi j'avais parlé de tous les modes de virtualisation, c'est parce que le mode de virtualisation, ou en tout cas l'acceptation du mode de virtualisation que j'ai ajouté dans le noyau NetBSD, c'est PVH. Et PVH, à ce jour, là, c'est la panacée de la virtualisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que PVH permet à la fois d'utiliser les instructions VT en x86 et donc d'avoir une enfin, je vais pas dire interprétation, une exécution. Ouais, je suis d'accord, Chavnek, le mode, le terme est trop réducteur, mais bon, je ne saurais pas comment l'exprimer différemment. PVH permet d'être dans un mode d'exécution. T'as raison en fait. Ce que tu dis est vrai, et vous savez, la dernière fois je me suis fâché parce que je dis dans notre industrie, le vrai problème c'est qu'on utilise des mots. On utilise des mots, puis on sait pas vraiment ce qu'il y a derrière. Et en fait, si je voulais vraiment expliquer ce que c'est que PVH, ce serait l'exécution d'un noyau et de son environnement complet, sans aucune virtualisation. Ah, tu rigoles, Triggy, mais j'ai lu des articles là sur justement utiliser toutes les instructions VT là pour faire une petite VM. J'ai des sujets pour plusieurs décennies là. Alors, il existe ce tableau. Je vais même vous le mettre tout de suite. Bouge pas. Est-ce qu'il est là? Non, il est pas là. Mais je vais vous le trouver. Le tableau, il est chez Xen en fait. Alors, on y va. Tac. Ah, voilà, ça. C'est Spectrum. Voilà. Hop, c'est sûr. Je sais pas, je vous le copie. Alors là, il y a deux. Tiens, je vous mets le lien. Boum. Je vous mets le lien et on va share. Voilà. Alors, ce tableau-là. Hey, salut Choubi. Bienvenue à toi, bah merci. Des gros bisous, merci d'être là. Alors, ce tableau-là, il est parfait parce qu'il donne globalement l'état des lieux aujourd'hui. Ok? Donc là, on retrouve tout ce que je vous ai raconté la dernière fois. Et puis, voilà, là, on a le mode le plus parfait où, en fait, on n'a plus rien qui est virtualisé.
d'accord, en PVH, en réalité, alors c'est quoi qui passe là? Non, c'est pas c'est pas Venga Boys. C'est un son là, qui est sorti il y a pas très longtemps. Pas très fan, mais je suis à peu près certain que je vais l'entendre 2000 fois. Puis au bout d'un moment, bah, je vais être fan. Donc voilà, donc ce tableau là, c'est vraiment le statut. Ok. Et alors juste au-dessus, il y a un petit diagramme qui est encore plus intéressant, à mon avis, qui est comment... Alors, il se trouve que c'est Xen. D'accord. Mais en réalité, tu peux appliquer ça à tous les VMM, justement, modernes. Et donc, en gros, tu démarres. Est-ce que PVH est supporté? Oui, non. Oui. Et alors, justement, tout le boulot, toute l'histoire, là, sur laquelle j'ai bossé, bah, c'est ça, en fait. C'est qu'ici, il y a un yes. Tu vois. Et puis après, ça fasse vraiment des trucs ici, tu vois. Hein, que ça boot en PV et que ça utilise PVH. Bon, si PVH n'est pas supporté, ce qui était initialement le cas du kernel NetBSD, on va le revoir après là. Bon, bah non, alors tu vas booter en HVM. Alors c'est quoi le souci de HVM et pourquoi on ne se contente pas d'aller là? Eh bien parce que, en fait, quand on refuse, enfin, pas quand on refuse, quand ce bout-là ne marche pas, eh ben, là, on passe en mode, bah, tu bootes comme une VM anciennement, c'est-à-dire que tu as besoin d'un BIOS, que ton BIOS il va détecter le matos, qui va passer les infos au bootloader, le bootloader va faire lui-même sa sauce, passer en 32 bits, et puis ensuite il va passer la main, il va pointer sur le start, l'entry point du noyau qui veut démarrer, puis il va lui passer plein d'infos dans différents registres, etc. C'est extrêmement long. Ok? Alors que ici, un des gros intérêts. Salut Manu! je suis un peu à faune. je vous ai dit, hein, ça a été un peu la teuf là, ces derniers jours ici. Mais voilà, donc je suis désolé. Mais c'est ça. C'est les vapeurs de pétard. Non, pas ceux-là. Moi, je fume pas. Et pour de vrai. Non, les pétards qui font boum. Parce que voilà, les faillasses et tout. Donc voilà, l'idée, voilà le pétard qui explose, exactement. L'idée de vouloir absolument passer ici, hein, de vouloir absolument passer dans ce mode-là. Salut Dr Nesquik. C'est de booter le plus rapidement possible. Parce que si on fait ça, eh ben, il y a le passage obligé de tout le merdier de une machine x86 qui démarre. Donc, l'objectif de l'opération, vous me suivez, hein? Parce que là, bah, tiens, vous vouliez des dessins, il y avait des dessins là. Nidou, il dit dans la doc de KVM, ça manque ce type de schéma car j'ai eu mal au crâne pour comprendre certaines choses de KVM. Oh, Tidrezik, tu galères déjà? Dis-moi où tu galères, Tidrezik. Dites-moi où vous galérez. Mais je vais vous montrer, concrètement ce que ceci veut dire. Ok. Ah, tu fatigues. Ok. Salut Poète. Poète, il dit il manquerait bien une ligne PVH pure. Nidouille, tu nages pour de... Est-ce que t'as oublié un pas? Nidouille dit Nidouille a l'impression de nager pour une fois. Est-ce que t'as pas oublié un pas? Ah, pas l'impression de nager. Dis-moi que t'as oublié le pas. Ça va me faire plaisir. Bah non, parce que sinon ça fait 2 lives de suite où tout le monde est en PLS et puis ça sert à rien quoi. Ah ok, voilà, il manque le pas. Ok. Ok, nice. Donc l'objectif de l'opération, en fait, tout l'objectif c'est de faire ceci. Hein, de prendre ce chemin-là plutôt que celui-là.
Est-ce que c'est juste de la branlette de vouloir booter en quelques millisecondes plutôt que de passer par toute la chimie BIOS, etc. Non. Parce que ce qu'on veut, en tout cas ce que je cherche moi depuis longtemps et que là j'obtiens avec ça, c'est que vous savez qu'on utilise dans les univers de containers, etc. Bah, on utilise des syscalls qui ne sont absolument pas des éléments de sécurité, mais genre pas du tout. Ok? Et donc ça fait que un escape de container, c'est pas un truc. Alors, c'est compliqué au sens où c'est du reverse, c'est du hacking de belle facture, mais ça se fait finalement relativement bien. Je vais baisser un peu le son parce que c'est perturbant. Voilà. Nidou il dit faire un live sur la virtualisation alors que la moitié de tech français mangeant du conteneur à la KubeCon, c'est côté rebelle. Non, alors, ah putain, me lance pas là-dessus, Nidouille. Me lance pas là-dessus. En fait, exactement, de touristes, faut trouver le bon trou, ensuite ça marche. Le truc, c'est que ce n'est pas incompatible. Justement. Quand dans 800 épisodes, quand on aura été au bout du truc, vous allez voir que... Ah non, je drifte pas, justement, parce qu'on est dans le thème. Parce que finalement, pourquoi je fais ça, tu vois? Et en fait, tu vas voir que on peut parfaitement... Attends, je baisse un peu le son. Du live cette fois. Enfin, pas le mien, mais celui de la musique. On peut parfaitement utiliser... Ah merde, j'ai pas... Attends une seconde. Hop, on va le baisser ici. Voilà. Voilà. On peut parfaitement utiliser de la virtu et de l'exécution de machines virtuelles en HVM, machin, dans un conteneur. Je l'ai déjà fait, c'est sur unit.net, c'est les derniers. Enfin, il faut que j'update les articles parce que maintenant, maintenant du coup, ça, je le fais beaucoup plus rapidement. Tidrizi qui fait on vient de passer de 92 à 74 avec la remarque sur la KubeCon. Mais merci Euskadi qui se sub en prime, merci à toi. Mais je suis pas en train d'insulter qui que ce soit, hein. Enfin, je dis clairement, ce n'est pas incompatible. Et quand je lis des enfin j'ai vu passer des articles débiles sur LinkedIn. Bon alors c'est un peu là, article débile, LinkedIn, tout ça c'est un peu c'est normal, mais des articles qui disent ah oui les VM sont mortes maintenant, c'est tous les containers, etc. Mais c'est complètement con, enfin dire ça c'est complètement con. Pouet qui dit un container escape ça reste pas facile, mais ne pas oublier les outils VMware qui permettent de prendre le contrôle de l'hyperviseur. À Kevin s'il est hop 10 personnes à moins. Exactement Nidouille, les micro VM ça mixe les deux. C'est ça, en fait. Et exactement, Choubi, bah, c'est absolument ça. KubeVirt, ça fait ça depuis longtemps. Ce n'est pas massivement utilisé. Néanmoins, avec des outils comme KubeVirt, puis il y en a un autre, là, Kata Container. Mais oui, c'est du KVM, mais c'est tous du KVM, Nidouille. Espoir Noir qui dit bonsoir, le live tombe à pic, j'étais en train de me tâter sur basculer mon Home Lab sous Proxmox. Alors attention, hein, on parle vraiment, enfin je vais pas parler de solution de vertu au sens Proxmox ou whatever. Là on est vraiment tout en bas là, on est sur comment ça marche la vertu. Donc comment ça t'es interdit de KubeCon? Ah, merci Pouette, des gros bisous à toi. Alors,
je reprends les hostilités. Donc l'objectif, ok, c'est ça. Alors je vais pas refaire les 500 épisodes où on a parlé du début, de pourquoi, comment NetBase ne supportait pas ça, hein, le boot de PVH, etc. Par contre, Full Twist qui se sub aussi pour le 12e mois. Mais putain, mais vous êtes. Mais merci beaucoup les Lutinos, mais merci à vous. Des gros bisous à tout le monde. Hein. Merci Pouette, merci Full Twist, mais merci à tous ceux qui sont sub depuis le début là. Putain, vous claquez, hein. Non, mais il y en a eu un tout à l'heure, Nidouille, en train de hype. Donc, ça veut dire quoi ça? Ok. Alors je vais en profiter là puisqu'on est, on est à peu près au complet. Donc comme j'ai dit la semaine dernière, cette petite expérience, en fait, prend la forme, a pris la forme, parce que je l'ai déjà envoyé, d'un article qui va paraître dans GNU Linux Magazine France, numéro 270. C'est ça, hein, c'est 270? Je pense que oui. Et alors, concentrez-vous parce qu'il y a un spoil, exclu international qui arrive là, maintenant, tout de suite là. Vous êtes avec moi? En fait, Nidouille qui gift du Charwan, là, ça y est, Nidouille est en feu là. Le film, il dit gnac, moi j'ai déjà lu l'article. Bah oui, forcément. Donc, spoil et news internationale. Donc vous savez que depuis maintenant pas mal de mois, il y a des articles BSD au sens large dans Linux France Magazine. Il y en a eu divers et variés sur pas mal de sujets. J'en ai écrit certains, le Finnois en a écrit d'autres. Il y a eu pas mal, il y en a eu quelques-uns. Et en fait, du coup, monsieur le Finnois ici présent, je spoil, hein, je précise que j'ai green light, hein, j'ai feu vert de le Finnois pour balancer la news. De ce fait, il semblerait, tu confirmes ou tu infirmes, hein, le Finnois, que à partir du numéro de mai prochain, il va y avoir une section officielle BSD. Voilà, exactement, Tidrosic, dans GLMF. Et je ne saurais cacher mon plaisir en vous disant que le premier article de cette section, eh ben, ce sera l'article dont on est en train de parler en ce moment. C'est-à-dire le bout de PVH, machin, etc. Voilà. Donc ça me fait mais ça me fait trop plaisir. C'est vraiment un gros kiff. Et voilà, j'essaierai régulièrement de participer à cette section. Voilà, le prochain il est fait. Et les prochains ils sont déjà. Voilà, j'ai commencé celui d'après. Voilà. Donc déjà des gros bisous à le Finnois. Et je compte sur vous. Pour aller faire chier vos kiosques. Pour aller dévaliser vos kiosques à partir de mai ou à partir de maintenant d'ailleurs.
Mais voilà, on va avoir une section BSD dans Linux Mag, c'est quand même assez joli. Donc, on y va. L'objectif de notre opération, c'est de faire ça, ok? Rappel des faits. Donc là, on va enlever ceci. Rappel des faits. Ah, attention, hein, je vais être un petit peu tatillon, mais BSD en tant que tel, le juste BSD ne veut plus rien dire. Okay, il n'y a plus de système d'exploitation aujourd'hui. Enfin, si, mais pas utilisé par le commun des mortels. Qui s'appelle BSD aujourd'hui, qui est en prod. Aujourd'hui, tu utilises soit Free, soit Net, soit Open, soit Dragonfly, soit quelques autres qui existent. Mais chacun, et je vous le dis parce que justement, les différences là, on va voir, elles sont assez importantes. Chacun a son fonctionnement propre, ou en tout cas chacun a de grosses différences avec l'autre. Voisins, ils le sont tous, mais avec le temps, les divergences ont été, s'empilent, et aujourd'hui, typiquement, porter un driver de FreeBSD vers NetBSD, c'est pas simple. Et je vous parle en connaissance de cause. On en parlera dans à peu près 400 épisodes. mais c'est pas simple. Okay, il y a des notions qui ont changé. Il y a des approches qui ont divergé. C'est plus simple, par exemple, aujourd'hui, pour information, c'est plus simple de porter un driver d'open vers net et de net vers open que de free vers net ou open. Nidou qui demande, Darwin c'est encore vivant côté projet? Bien sûr. Bah oui, c'est tout à fait... tu peux parfaitement aujourd'hui avoir un Darwin... Alors moi j'ai pas, enfin j'ai pas utilisé, mais le projet est tout à fait vivant, et je pense que tu peux parfaitement avoir un X par-dessus. Je vois pas de souci. Hein. Je peux pas être catégorique parce que je ne l'ai pas utilisé, mais le kernel présente les ABI qui vont bien. Derrière, tu utilises un système de package qui te propose un X au hasard package source. Et je pense que ça pose pas de souci. Et je crois qu'il y a une distrib autour de Darwin. Ah ouais, merde. Ah, je savais pas. La dernière version de Darwin date de 2022. Putain. Ah, je pensais que c'était encore hyper actif, etc. Donc, l'objectif de l'opération. Donc, je rappelle un truc. Alors, première chose, là on se met en condition réelle. Donc là, moi j'ai fetch les sources du kernel NetBSD, et j'ai fait une branche live, d'accord? Alors, no cheat. Attends, là je suis où là? Ah, bon, j'ai une branche GLMF où j'ai fait les modifs, et enfin qui a servi à l'article en fait, tout simplement. Et là, je suis sur la branche live dans laquelle il n'y a pas de diff avec trunk. Ok? Et là, si vous vous souvenez, alors putain, je me rappelle plus si j'avais compilé un kernel là. Fais voir. Est-ce que ouais, est-ce que là j'ai vu que j'étais un peu en teuf depuis 5 jours, j'ai pas tout revérifié, mais je pense qu'il est buildé lui. Oui, il est buildé. Donc là, on a. Alors attention, on se concentre là parce que ça commence à être un peu sérieux là.
Donc là, on a un noyau, ok, qui est le noyau standard NetBSD current, donc la version de dev en quelque sorte. Bah, c'est pas en quelque sorte, c'est la version dev, c'est la version sur laquelle on travaille, qui n'est pas une release, ok, qui est le current, d'accord. Et donc cette version-là n'est évidemment pas du tout capable de booter en PVH. Ok. Alors, la preuve en image. Alors attends, normalement je m'étais mis des petites notes pour éviter de galérer. Voilà. Alors, on va démarrer ce noyau. Ah, vous êtes là ou pas? Ah, vous pigez ce que je suis en train de faire ou pas? Parce que là on démarre les vrais trucs. Hein. C'est-à-dire là, on a un noyau qu'on a buildé. Frank Underwood dit je pige tout. Ok, parfait. On a un noyau qu'on a buildé là. D'accord? Et je vais essayer de le faire démarrer en PVH. Alors ça veut dire quoi? En fait, alors la réponse est oui, Nidouille. Mais en fait, justement, c'est tout l'objectif de cette série. C'est qu'on va le faire. Je vais vous montrer pas à pas comment j'ai modifié le noyau NetBSD pour faire du PVH. Donc, ce noyau-là, il est, comme je vous ai montré, hein, il n'y a pas de diff avec le noyau standard. Donc, évidemment, il n'y a aucune modif dedans. Et absolument, toujours dans l'optique de la micro VM. Tout à fait. Donc là, on va utiliser QEMU. QEMU, système, x86, machin 64. Donc moins CPU, host. On veut utiliser KVM. On va y aller avec 128 MB de RAM, ce sera largement suffisant. Et en fait, bonne soirée Chavenet, des gros bisous à toi, merci d'être venu. Alors, le vrai intérêt là, c'est qu'en fait, donc QEMU, comme on en a déjà parlé plusieurs fois, a un flag qui s'appelle -kernel. Et en fait, moi, à la base, je pensais que ça, en fait, je pensais rien. Je m'étais pas posé la question de ce que fait ce truc-là. Ok, ce que fait ce flag-là. J'en savais rien. Moi, ce que je savais, c'est que là, tu pouvais mettre Linux, je sais pas quoi. Salut Yoda. Eh, merci pour le pull request. Effectivement, j'avais même pas pensé à l'exit 1, donc merci. Donc ouais, moi j'ai vu que ce truc là existait, mais je m'étais pas posé la question de ce que ça utilise. D'accord? Et en fait, quand on fait QEMU moins kernel, un nom de kernel. Salut Darkos Garant. Ah ouais, là t'es un peu à la bourre, parce que là on est sur la dernière heure là. Et ben, tu passes un kernel à ce truc là, donc par exemple celui-là. Et moi, je m'étais pas posé la question de comment en fait ça bootait directement un kernel. D'accord? Ce truc-là boot directement un kernel. Si vous regardez le man, on va voir après un petit peu plus de détails. Donc moi, très naïf, hein, j'ai fait ok, bon vas-y, on va essayer. Donc le kernel passe vers mon kernel. On va mettre -append pour avoir quelque chose qui sort sur la console série. Donc console égale com. Et puis -v. Okay, pour avoir un petit peu d'output. Après, -display known. Et -serial stdio. Voilà, pour dire que justement, je veux que la console série sorte sur stdio. Ok. Donc moi là, très naïf, je me dis vas-y, on y va. Je passe un kernel en command line à QEMU et puis j'ai un guillemet mal placé. Ah ouais? Où ça? T'es sûr? Attends, peut-être qu'on voit pas tout hein, dans le. Ah non, il est bon, guillemet.
Non, 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 non. Append. Non, non, le moins V, il est dans... Justement, le moins V, il fait partie des paramètres du noyau. Hein. Et salut Tartampion, d'ailleurs, je t'avais pas vu. Donc là, je veux faire démarrer. Mais alors là, mode naïf 100%. Hein. Genre, bah vas-y, on y va, ça va marcher. Ah. Alors ça, on en a déjà parlé au tout début. Des travaux sur ce noyau. Mais je pense que la plupart d'entre vous là, soit s'en rappellent plus, soit n'étaient pas là. Donc je vais refaire une passe là-dessus. Mais d'abord, exactement latéral, c'est l'entrée des artistes. D'abord, il faut comprendre ce que c'est que ça. Parce que moi là, quand j'ai démarré tout ce bordel, je vois ça. Je vois error loading without PVH F note. Alors là, on est pas mal. Mais sauf que moi, je savais pas ce que c'était ça. Ok. Et donc, je commence à regarder. Et en particulier, alors normalement ça je l'ai. En particulier, où il est il est là. En particulier, bougez pas. Je regarde qu'est-ce que c'est que cette merde, qu'est-ce que c'est ce truc là, kernel PVH, machin, je sais pas quoi. Attends, il faut que j'aille en 709, 2 secondes. L709. Allez, vas-y. Allez, tu vas le faire. Non, tu veux pas? J'arrive, hein. Je sais que vous voyez pas, mais je vais juste aller là où il faut. Voilà. Ok. Donc, moi, je regarde. J'essaie de comprendre ce que c'est que tout ce bordel. Je sais pas ce que c'est que PVH à la base. Moi, j'essaye ça de façon extrêmement naïve. Et j'en viens à aller regarder ce qui se passe. Ah, attends, Nidou qui dit pas pour le moment, il va l'être, mais je me suis piqué une partie de mon taf. Ah, ok, vous êtes en train de causer, ok. Donc, moi, je vais voir les sources de QEMU pour comprendre un peu ce que c'est que cette histoire, ok. De PVH, machin. On y va. Hop. Donc là, je suis sur les sources de QEMU. Okay, littéralement, les sources de QEMU. Okay. Alors, carrément, le finnois. En fait, j'avais même pensé à faire un truc comme ça dans de futurs épisodes, mais oui. Un petit noyau PVH qui fait un Hello World, ce serait d'une simplicité enfantine. Vraiment. Bah, ça, on le fera si vous voulez. Franchement, ça va être assez bidon. Donc, j'arrive là-dessus et je vois l'entry point du noyau quand tu bootes en PVH, nanana. En fait, ce que ça dit, c'est que lorsque tu as un VMM, Doudir, je t'ai pas dit bonjour. Salut Doudir, enfin bonsoir. Lorsque tu as un VMM qui est capable de démarrer un noyau en mode PVH, il va chercher un exécutable ELF. Le kernel Linux, c'est un exécutable ELF. LS, c'est un exécutable ELF. Tout ce que vous avez sur vos machines que vous lancez, ce sont des exécutables pardon, ELF. Il y a moyen d'y ajouter des metadata. Et dans les metadata, on peut ajouter par exemple un truc qui sont des notes. Et le hack que propose PVH, donc propose Xen en l'occurrence, c'est eux qui ont implémenté PVH, c'est d'ajouter dans les notes ELF un nom et une adresse
alternatif pour démarrer le noyau. Combien j'ai perdu de personnes? Salut Corwin. Des bisous à toi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Frank Underwood qui dit reste 2% du chat. Alors, hardware. On en avait déjà parlé. Mais je vais reprendre. Donc, vous savez que, ça on en a parlé 2000 fois, que le point d'entrée d'un programme ELF, hein, en général, s'appelle Start. Et il est à une certaine adresse. D'accord? Si on fait readelf, readelf, ouais, bah ouais. Non, c'est pas ça qu'on veut. Est-ce que ça me dit ça? Non, ça me donne les A. Allez, on va faire readelf-a. Comme ça sera complet. Moins petit a ou moins grand a, je sais jamais. Inls. Voilà. Donc, si j'utilise readelf, qui est un outil qui permet d'avoir les informations elf qui correspondent au programme qu'on veut exécuter. On a par exemple cette information qui est le point d'entrée du programme qu'on veut exécuter. D'accord? Et absolument, Frank Underwood, c'est absolument comme PE pour Windows. D'accord? C'est bon là ou pas? Un programme ELF dans les informations qui sont disponibles dans les entêtes, il y a le point d'entrée de ce programme. D'accord? C'est là que va pointer littéralement le pointeur d'instruction. Parce que c'est comme ça que fonctionne le CPU. Le pointeur d'instruction va aller à cette adresse et va commencer à exécuter les instructions qui sont à cette adresse. Ok? Absolument hardware. On l'a vu il y a bien des lunes. Et voilà, c'est vraiment... Là, on est au plus bas niveau. Tu donnes au CPU l'information. Tu dis, bah voilà, la prochaine instruction que tu vas exécuter, elle va être à cette adresse. D'accord? Le noyau ne déroge pas à cette règle. Et si on regarde les informations ELF d'un noyau, eh ben, ça nous dit entry point address, c'est par ici. On est d'accord ou pas? Alors ça, dans un boot entre guillemets normal, c'est-à-dire BIOS qui appelle le bootloader qui appelle le noyau, bah, le bootloader il va se caler là-dessus. Ok? C'est littéralement le point d'entrée du programme noyau. Yes? À cette adresse-là, on commence à exécuter des trucs dans le noyau. D'accord? Très concrètement, très concrètement, ça là, c'est ce qu'on appelle start dans un programme ELF. Ok? Ça c'est... Alors ici là, le fichier, le core.s, c'est littéralement les toutes premières instructions qui sont appelées par le bootloader. Les premières instructions de votre noyau, du noyau NetBSD en l'occurrence, mais ce serait vrai pour d'autres kernels. C'est les premières instructions, c'est les instructions qui sont, elles,
architecture related. D'accord? C'est des trucs qui sont pas génériques. C'est du pur assembleur lié à votre architecture. Le bootloader, il va arriver là. Il va regarder les informations ELF du truc que vous lui demandez de charger. Donc votre noyau. Il va dire, ah ok, bah moi il faut que j'aille là. Et à partir de là, il y a des infos. Et là, on va aller... Et donc ce truc-là, l'entry point, il a pour nom, en général, start. Xales, il dit du coup après, on avait un bootloader, puis un noyau, puis un hyperviseur. Why not? Je te dis why not? TDD demande par rapport au schéma Xen, c'est l'option moins kernel de QEMU qui force le PVH? Oui. Mais... Ah merde, pub. Ah putain, Bon. Bon, attendre. Vous me dites quand c'est fini. Hein. Propriété pour rejeter mon chewing-gum. Il n'y a plus personne qui parle. Est-ce que vous êtes tous évanouis? Ou est-ce que ça va? Tout dire qui dit, mais si on déplace un binaire, son entry point ne reste pas de changer. Déplace, tu veux dire sur le file system? Oui, JD, on est là. Hydresic dit, il n'est pas arrivé assez tôt. J'en ai eu 2 coup sur coup, puis plus rien. Ah d'accord, ok. Hardware, il dit, au fait, tu sais répéter ce que tu cherches à faire au bout du compte? Ah bah oui, bien sûr. Hein. Nidou, il dit, je lutte contre Morphée. De toute façon, là, je vais faire encore une demi-heure, ok? Parce que c'est... Là, on est dans du... Mais alors, d'où dire, en fait, ce qui est important à comprendre, c'est que l'entry point d'un programme, quel qu'il soit, n'est pas du tout dépendant de son emplacement sur le file system. L'entry point, il est uniquement relatif à l'exécutable tel qu'il a été compilé. Okay, son emplacement sur le file system n'a pas du tout d'importance. Salut Xobrajn. Évidemment, il y a un entry point sur le kernel. Regarde, on vient de le voir là. Regarde. Évidemment qu'il y a un entry point. Un entry point, comme son nom l'indique, ce n'est que l'endroit où doit aller pointer le pointeur d'instruction du CPU lorsque on passe la main à ce programme. C'est tout, hein. C'est pas plus compliqué que ça, hein. C'est absolument... Alors en général, effectivement, hardware, hein, c'est underscore start. Mais c'est une communauté, hein, underscore start. Hein, c'est pas... Et moi, j'ai frisé là sur... Ok. Donc... Là, on fait un readelf tout à fait... Ah oui, 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 oui. Alors, en l'occurrence, il n'y a pas de libc. Hein, 0x5642 qui demande si le kernel est vraiment chargé comme n'importe quel programme. Oui. Ce n'est pas la libc, en l'occurrence. Alors, attention là, c'est important. Hein. Ce qui charge un programme, c'est pas la libc. Hein. Ce qui fait l'opération de load et d'exécution, de démarrage d'exécution d'un programme, ce n'est pas le libc. C'est le noyau. Quand vous avez démarré votre OS. Là, je vous invite à aller regarder les épisodes de Linux from scratch. Et là, en l'occurrence, le truc qui démarre le noyau, c'est le bootloader. Et le bootloader, il va, donc à partir du moment où il doit démarrer un truc en ELF, ce qui n'est pas nécessaire, qui load, j'y réponds là, qui tercé, qui load le noyau, le bootloader. Le bootloader, à partir du moment où il détecte que l'exécutable qu'il doit démarrer est un exécutable ELF, il va aller chercher dans les headers ELF du programme qu'il doit exécuter
l'entry point, donc où doit aller pointer l'instruction pointer. Et il va juste faire un exec, ou l'équivalent d'un exec, dont le job est d'aller pointer vers l'adresse qui est définie par l'entry point. Et hop, on continue à exécuter des trucs. D'accord? C'est clair ou pas? Ça, c'est important. Hein. Pour la suite des opérations, c'est même crucial. Tous les programmes. Faites ça. Faites readelf, tiens, rien. Faites readelf, moi, bin, je sais pas quoi, bin cp. Hop. Voilà. Hop, voilà, il y a un entry point, il est là. Et le noyau, comme tout le reste, des choses qui sont exécutées ou qui donnent au CPU des instructions à exécuter plutôt, bah le noyau, pardon, c'est un programme. Voilà. Douderdit donc, dans les headers qu'on voit après, on a une key avec l'adresse associée au entry point. Tout à fait. C'est exactement ça. Dans les headers elf d'un programme, il y a une information qui est l'adresse dans laquelle l'instruction pointer du CPU doit aller exécuter la prochaine instruction. Voilà. Ça va, c'est clair? Et il se trouve oui, c'est vrai ça. Hein. Le Finnois dit marrant que personne n'ait encore pensé à définir une notion de alternate entry point. Et ce serait assez rigolo ça. Hein. Imagine le genre de truc qu'on pourrait faire. C'est ton OS là de base. Tu pourrais définir des entry points différents. Oh putain c'est rigolo ça. Ah ouais, c'est rigolo ça. Imagine, tu pourrais avoir un busybox, mais au lieu de définir ce que tu exécutes avec argv de 0, tu le définis avec l'entry point. Bon, arrêtez de me faire drifter comme ça là, c'est pas possible. Ça c'est inhumain. Ça c'est pas légal. Alors. Par exemple. Ce qui m'intéresse. Voilà, non, c'est pas celui-là. Où il est mon start? Voilà. Par exemple. Ceci est. Alors c'est moins A. Alors Doudère, moi je les connais pas, moi les options par cœur de readelf. À chaque fois je dois man et contrôleur. Mais comme j'aime pas me faire chier, je fais readelf -a, moins petit a. Et ça donne tous les headers. Enfin ça donne toutes les infos sur l'exécutable elf. Ouais, je pense qu'on est un peu cramé sur le GDB. Hein. J'ai rien promis. J'ai dit, est-ce que on va réussir à lancer GDB ce soir? Alors, déjà, on est sur de l'assembleur, c'est pas mal. Il reste 20 minutes. Donc, là, on est littéralement dans les tout premiers pas du noyau. D'accord? Et on a ce fameux entry point start qui est appelé par le bootloader. D'accord? Et là, en l'occurrence, là, si vous voyez là, load parameters from the stack, parce qu'il y a tout un tas d'informations qui sont fournies par le bootloader.
Ok, le device, les symboles, bon, plein de trucs. D'accord? Non, mais alors je vais pas être ébou avec ce que je suis en train de boire, hein, Xalès. Mais non, mais en fait, c'est pas que je veux pas tenir, c'est que, bah, comme vous savez, je me lève très très tôt. Et donc, en général, je me piote plutôt pas après 10h30, 11h. Donc, comme je dois sortir boulette et tout, ben, j'arrête le live vers 10h. Donc, ça, c'est le start habituel. D'accord? Et Boulette est ok là, elle est, ça va, ça va. C'est un petit peu, faut que je la suive de très près. C'est une histoire de nourriture là, mais ça va, ça va. Je touche du bois là, c'est en train elle est en train de reprendre des forces. Mais donc nous, ce qu'on veut, c'est, en fait, on n'a pas besoin là de tout, parce que ça, en fait, le start ici. C'est le start officiel, c'est le start qui prend des informations du bootloader, qui lui-même en prend du BIOS, etc. Mais on n'a pas besoin de tout ça. D'accord? Nous, on veut démarrer. En fait, il y a un entry point qui nous intéresse. Il y a déjà un entry point qui nous intéresse. Et en fait, il est... Où est-ce qu'il est? Il est là. Hop, tiens. Où es-tu? Où tu es, Start Xen32 là? Ta mère. Voilà. En fait, il y a déjà un entry point qui nous intéresse ici. Pour comprendre l'intérêt de ce truc-là, il faut comprendre ce qui se passe quand on démarre en mode PVH. Ça veut dire quoi démarrer en mode PVH? C'est quoi ce fameux mode PVH? Qu'est-ce que ça fait en fait? Alors, Xalès y est presque. Xalès dit c'est l'entry point qui part du principe que l'hyperviseur a déjà initialisé plein de choses. Salut Valkada, oui t'arrives pile quand il faut. En fait, non. C'est pas que l'hyperviseur a déjà initialisé plein de choses. C'est que l'hyperviseur a déjà les infos dont on a besoin. Parce que quand tu bootes avec ton BIOS qui appelle le bootloader, etc., le bootloader et le BIOS en l'occurrence va te dire bah voilà, moi j'ai Rancune qui titre son stream, allez voir Emilia. Merde. Rancune, des bisous à toi si jamais tu passes. Voilà, exactement Xalès. Mais donc en fait, toute la pierre angulaire de ce fameux boot PVH, c'est que l'hyperviseur, ou plutôt le VMM, a toutes les informations dont ton kernel a besoin pour démarrer. C'est quoi toutes ces informations? À bientôt, ce qu'a dit, merci d'être passé. C'est quoi toutes ces informations? Bah, non, c'est pas. Non. On n'est pas. C'est pas du tout. Là, on parle d'information, on parle pas d'instruction, Nidouille. Les instructions VT, c'est autre chose. Okay, c'est la façon dont les instructions, dont le code machine de la VM qui est en train de démarrer vont être lus. Non, c'est typiquement, effectivement, les plages de RAM qui sont disponibles. Où est-ce que j'ai de la RAM? C'est où est l'adresse de la CPI si je veux avoir des informations supplémentaires. C'est quels sont les paramètres qui ont été passés en command line. C'est tous ces trucs qui sont fournis par et le BIOS et le bootloader au noyau pour démarrer. D'accord? Alors, la liste des trucs, hein, c'est... alors, j'ai dit la command line, j'ai dit les adresses ACPI, les adresses mémoire... Bah, c'est tout. Hein.
Ouais, c'est tout. Au final, il n'y a pas non plus 1000 trucs. Et ces informations-là, en fait, un VMM, un gestionnaire de machines virtuelles, il les a, puisque c'est lui qui setup tout ça. Flash, est-ce que vous avez compris là? Ça c'est super important. Le VMM, c'est l'équivalent de votre machine. Quand vous cliquez ou vous faites QEMU pouet et que vous faites Start, bah, le VMM il sait où elle est la RAM, où est l'adresse entre guillemets factice de la CPI, la command line, etc. Le passe-plat, exactement. T'as raison, Lidouille. T'as raison. Mais là, en l'occurrence, c'est même pas un passe-plat, puisque c'est lui qui exécute l'OS. Donc finalement, toutes ces infos, il les a. Vous m'avez suivi ou pas? Ah, j'ai Frank Underwood qui vient de qui vient de passer en mode ecstasy là. Et alors regardez bien, je vais vous montrer un truc. On va aller ici, bim, est-ce que c'est ça? Merde alors. Ah non. Ah ça. Oui, Widge. C'est un light boot. Xales qui dit d'ailleurs, c'est un peu débile de démarrer une VM avec un BIOS qui charge le bootloader du disque qui lui-même charge le noyau. Oui, oui, ça m'a un peu sur. En fait, quand j'ai vu tout ça, je me suis dit, bah putain, en fait, il y aurait moyen de faire ça plus rapidement, quoi. Ah, ça c'est cool ça. La Terlius qui dit, pareil, plusieurs mois de live qui paye d'un coup, c'est limpide. Et alors maintenant, regardez bien. Qu'est-ce que c'est? Comment on peut représenter finalement, parce que c'est bien gentil de se dire bah oui mais c'est bon, le VMM il a toutes ces infos là, mais bon comment faut qu'on se démerde là, faut qu'on s'organise et il faut qu'on mette en place un canal de communication commun qui dit bah voilà, on va définir une structure de données qui va donner toutes ces infos au noyau qui, si on est en train de booter en PVH, va les utiliser. D'accord? Eh ben, cette structure de données, c'est ce qui a été défini par Xen pour le mode PVH. Et c'est défini dans une header file, startinfo.h. Okay. Startinfo, je pense que on peut pas faire plus clair que ça. Et dans startinfo, eh ben, on a toutes ces informations qui sont nécessaires au démarrage d'un noyau et donc d'une machine virtuelle. C'est quand même assez classe, non? C'est-à-dire que, bon alors, ça on va en parler après, du Magic, c'est ce qui définit que effectivement on est sûr qu'on est bien dans une structure startinfo. Bon, potentielle version pour savoir ce qui est supporté ou pas. S'il y a des modules chargés, bref. Et l'adresse en mémoire. Tu vois mon geek qui se sub pour le 30e. Mais t'arrives à la fin, tu vois mon geek. Bienvenue à toi et des gros bisous. Xales dit le seul truc que je vois, c'est quand les OS sont différents entre l'hôte et la VM, notamment sur les noyaux. Donc, on passe l'adresse, parce que là, on est que évidemment, on n'utilise que des adresses. Hein, on est vraiment super low level là.
Ah, il vient de finir le boulot. Bah écoute, merci de passer déjà. Mais ouais, là, on commence à rentrer dans le vif du sujet. Hein. On a l'adresse de la command line qui est passée au noyau. Parce que, réalisez bien, je redis, le noyau est un programme. On lui passe des paramètres. -v par exemple. L'adresse de là où on va trouver les infos SCPI. Et un des trucs les plus importants, les adresses physiques, hein, de la mémoire physique qui est disponible et qui est mappable, okay, qui est utilisable pour le noyau. Et ça, on le représente avec une structure de données qui est là. Que le VMM va remplir. Hein, vous comprenez l'importance de... Vous voyez pourquoi j'ai insisté lourdement. Oui, alors oui, absolument Valkada. J'allais dire non, mais tu as raison. C'est tout à fait de la mémoire virtuelle du host qui est en train de démarrer la VM, mais qui pour le guest va être de la mémoire physique. Petit Didi qui dit la différence, c'est qu'en PVH, la VMM va gérer l'espace mémoire, oui, pour le guest, alors que dans les autres modes, le VMM donne un espace mémoire et le kernel guest va faire sa sauce dedans. Oui. Non, non, tu as tout à fait raison. C'est bien le VMM. C'est absolument ça. Dans le mode PVH, le VMM va remplir cette structure. Ok, enfin, il va aligner, on verra ça la prochaine fois, manifestement. Il va aligner les informations dont on a besoin dans un endroit de la mémoire. Et toujours le VMM va mettre... Alors attention, là c'est à la fois le cliffhanger et la pierre angulaire de toute l'opération. L'adresse des informations qui se trouvent ici, l'adresse de ce truc-là va être placée dans un registre. C'est le registre EBX. Et c'est à l'adresse du registre EBX que le noyau est supposé trouver toutes ces infos-là et se démerder avec. Et on va swapper sur ceci pour vous montrer ceci. Regardez ici. On va utiliser le registre EBX. On va sauvegarder dans cette variable-là. Alors, très bonne question de Valkada. Un noyau trouve toujours ses infos dans EBX? Non. Sauf que... Regarde bien. Alors attends, que je reprenne où elle est. Il est là. Sauf que... Regarde bien. Là c'est cool là, parce que vous suivez bien et du coup vous posez les bonnes questions. Qu'est-ce que tu fais ? En fait, c'est Xen. Et c'est tout à fait ça, Xales. C'est Xen qui définit ça. En fait, regarde. Blablabla, blablabla. Où est-ce qu'il le dit? Voilà. EBX contain the physical memory address where the loader has placed the boot start infrastructure. C'est magique, non? C'est-à-dire que c'est littéralement comment Xen définit un standard. Stylé, hein? Stylé. Comment Xen définit le standard qui dit voilà, moi je vais mettre toutes les infos sur comment la mémoire structurée, machin, les adresses ACPI, la command line, nanana. L'adresse de cette structure-là, elle va être dans EBX. Et c'est ça que je vais passer au noyau. Et le noyau, lui,
bah il considère, et il va forcément, c'est un standard. Exactement, c'est une calling convention, comme dit le Finnois. C'est exactement ça. Et le noyau va dire ok, bah moi selon la convention du boot PVH selon Xen, je sais que je vais retrouver mes infos de boot dans le registre BX. Enfin non, que le registre BX a l'adresse de là où il y a ces infos là. J'ai du monde en PLS ou pas? Alors non, Valkala, ça marche pas du tout de la même façon hein, sur un boot classique. Ah bah c'est clair à Kavins, et c'est tout l'intérêt d'un ABI quoi, d'un ABI ou d'un API, c'est de se mettre d'accord, c'est ça un API. C'est tu définis qu'est-ce qui est où au byte près. Et on verra la prochaine fois. Absolument, Valkala. Pourquoi c'est plus rapide en PVH? Parce qu'on a déjà l'info. On n'a pas besoin de passer par toute la machinerie de discovery de matériel, de statut de la mémoire, etc., etc. Ces infos sont passées directement dans une adresse par le VMM au noyau, ok, qui va, enfin, le VMM va démarrer le noyau, l'instruction pointer va aller sur l'adresse start qu'on verra la prochaine fois, qui va commencer à dérouler, et il va aller regarder ce qui se trouve à l'adresse EBX, il va sauvegarder ça à un endroit qui va lui servir à la suite de préparer les mémoires virtuelles, de savoir quels paramètres de boot ont été passés, etc. Voilà. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Vous avez posé des super questions ce soir. Franchement, je suis trop content parce que Xobrajn, ça fait gagner combien de temps? Alors, c'est littéralement des secondes. Hein. Enfin, la séquence bootloader, etc. On passe de, je sais pas, une seconde à, bah là, moi, maintenant, je boot en 20 ms. 20 millisecondes. Ah, Kevin, ce qui dit, on en avait parlé la dernière fois, mais je sais plus. Pourquoi ne pas implémenter les infos en dur tant qu'à faire? Bah, tu y es pratiquement là. Enfin là, en l'occurrence, quand tu bootes en PVH, ça veut rien dire dur parce que ta VMM, les infos, elle les a, donc elle les passe telles quelles. Tu vois, enfin, c'est quelque part, c'est en dur. Les Lutinos, c'était une très cool session. J'ai beaucoup aimé là parce que on a bien avancé et vous avez bien compris. Donc la prochaine fois, on va commencer à manipuler l'ASM. On va le faire pour de vrai là. Et petit à petit, on va faire avancer le noyau autant qu'on peut. La prochaine. Alors, je vais peut-être faire un petit sondage. Alors, pas encore Xobrajn, il n'y a pas encore eu de GDB. La prochaine fois, en fait, je vais faire un petit sondage sur Twitter de qu'est-ce que. Alors, oui, Douder, je me lève en général vers 5h30. Je vais demander si vous préférez le mardi ou le mercredi. Moi, je vous avoue, ça m'est égal. Mais bon, voilà, si c'est plus cool pour vous le mercredi, bah, je peux le faire le mercredi. Vu que Rancune live plus le mercredi, ben voilà. Comment on sait que quand tu live ou pas, bah, je le dis sur Twitter. Donc si vous me suivez, vous le saurez là-bas. Ah, c'est vrai que je l'ai pas annoncé sur Blue Sky ni Mastodon, j'ai pas encore le réflexe, faut que je le fasse. Ouais, j'ai l'impression que j'ai plus de gens OP le mercredi que le mardi.
Donc je vais faire un petit, ok, je vais faire un petit sondage, d'accord? Et puis vous me dites. Et bon là, si vous préférez le mercredi, on fait le mercredi. Bah, je le ferai sur. Je sais pas, y a des sondages sur Blue Sky et Mastodon ou pas? J'avoue, j'ai pas regardé. Alors j'avoue, Manuti, salut Manuti d'ailleurs. Je n'ai pas été sur FRComp OS Linux depuis très très longtemps. Ah, il y a les sondages. Bah oui, je sais qu'il y a les sondages sur Twitch, mais bon. Bah je ferai ça. Je le ferai sur Masto et sur Twitter, et puis sur Blue Sky, je poserai la question, puis je verrai ce qu'on me répond. Les Lutinos, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie beaucoup pour cette soirée. C'était très cool. J'ai vraiment kiffé. Et bah écoutez, rendez-vous la semaine prochaine. Alors, Douder demande la prochaine fois, ce serait top si tu pouvais expliquer les différences QEMU entre les distributions Linux et FreeBSD. Ok, bon, on verra. Parce qu'il y a pas forcément beaucoup de diff. Donc, on verra. Je retiens ça pour la prochaine fois. Je vous fais des gros bisous. Bonne nuit. Merci le Finnois de rester avec nous jusqu'à 7h, parce que je sais que tu te lèves encore plus tôt que moi. Merci encore. Et puis à la prochaine pour la suite, avec peut-être du JDB cette fois, je sais pas, hein, on va essayer. Allez, bisous. Bonne nuit.